Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous cet après-midi. Merci d'avoir choisi notre conférence. Vous avez bien fait, parce que nous avons une grande annonce à faire en exclusivité. Alors là, vous avez un bon indice, la World Jurassic B2C Experience. Nous avons un grand projet à annoncer. Alors notre projet, ça sert à rien de vous faire attendre plus longtemps. Nous allons lancer notre propre Jurassic Park. Merci. Alors, pour présenter ce projet, nous sommes deux. Alors, nous sommes tous les deux Alexandre Tomaso, Thomas Pistelli. Nous sommes co-CTO de ce projet. Accessoirement, on est aussi tech lead chez Lixi. Donc, c'est une ESN rennaise et maintenant nantaise. On est sponsor du Brestcamp. Il suffit de voir le gros os. On est juste à côté. N'hésitez pas à venir parler avec nous. Donc, nous sommes co-CTO de ce projet. Et je peux également vous présenter l'organigramme de ce projet. Et il est suffisamment innovant pour que je n'ai pas besoin de changer ce slide, puisque nous sommes deux dans le projet. Alors, j'en suis certain, quand j'ai annoncé qu'on commençait à se parler, quand ils se disaient « Oh là là !» J'ai entendu il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et vous avez raison. Il y en a qui ont essayé de faire des Jurassic Park et ils ont eu des problèmes. Donc, avec Alexandre et moi, on a bien regardé les documentaires de Steven Spielberg. Et on a essayé d'identifier les points qui avaient posé problème. Et on en a trouvé un qui était vraiment problématique. Et donc, on s'est dit, on va faire de ce point-là notre MVP. Nous allons commencer par se focaliser sur la gestion des portes du parc. C'est à partir du moment où vous êtes certain qu'il n'y a pas d'humains à se trouver en présence de dinosaures ou de dinosaures à sortir du parc de manière involontaire, vous avez déjà bien sécurisé votre business model. Alors après, dans la roadmap, on a prévu de faire, mais c'est plus tard, le permafrost fondant, on va récupérer de l'ADN de dino, on va les cloner, on va mettre ça sur une île qu'on va trouver, créer des parcs, tout ça. On est en 2023, on sait faire tout ça. Mais du coup, nous, on se focalise d'abord sur le MVP, la gestion des portes du parc. Et on n'est pas venu les mains vides, on est déjà venu avec une super API, qui est tellement bien qu'on l'appelait la Great API. Alors celle-là, elle est en charge de gérer les statistiques d'ouverture des portes. Et elle fait de la géolocalisation sur la plan. Chose à prévoir, elle a un temps de réponse moyen, voire même constant, de 3 secondes. Elle est fiable, elle est robuste, elle est scalable, on peut l'appeler autant qu'on veut, elle répondra toujours en 3 secondes. On va se concentrer, nous, sur notre To-Do API. On va construire ça avec vous. Et cette To-Do API, alors l'idée, c'est qu'elle est appelée par les gyrosphères, là. Et donc, du coup, les gyrosphères, pareil, c'est pas créé. J'ai vu que Elon Musk veut investir en France, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire, ça sera dans la roadmap, pourquoi pas? Ça ne doit pas être plus compliqué que de faire voler une fusée ou de faire une voiture qui se conduit toute seule. Donc, toutes nos gyrosphères vont appeler de cette To-Do API pour savoir, mais où est-ce que je vais? Quelle est la prochaine porte qui va s'ouvrir? Et là où on va devoir être vigilant, c'est qu'on va avoir une problématique d'accès concurrent sur les inputs et les outputs de notre gestion d'API. Notre To-Do API, elle va appeler notre Great API. Elle va lui dire, dis-moi quelles sont les portes qui sont autour de toi et quelles sont les statistiques autour de moi, quelles sont les statistiques. Et après, on va faire un bel algo bien complexe pour savoir laquelle ouvrir pour répartir au mieux les visiteurs au sein du parc. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette problématique d'accès de concurrents IO? Alors, pour illustrer cette problématique, je me suis basé librement, très librement, sur la présentation de José Pomar au Devox. Parce que j'ai trouvé que c'était clairement le mieux. Alors, dans un cas général, quand vous faites un appel à un accès IO, donc ça peut être un appel API, et maintenant avec l'essor des microservices, on en fait beaucoup des appels API. Ça peut être un appel base de données, ça peut être aller lire un fichier. En moyenne, votre système, votre thread, quand il tourne, il prépare sa requête, on est de l'ordre de la nanoseconde. Et ensuite, il attend la réponse. Et là, on est de l'ordre plutôt de la milliseconde. Bon, nous, on sera de l'ordre de la seconde, 3 secondes. Et ensuite, le traitement de la réponse, c'est dans la nanoseconde aussi. Si on met ce schéma à l'échelle, si on part du principe que la partie rouge fait à peu près 1000 pixels, les nanosecondes, les parties bleues, font 1 millième de pixels. Donc on ne les voit même pas à l'écran. Là. On a un facteur 10 puissance 6 entre les deux. Autrement dit, le thread, il attend pendant 99,9999% du temps. Donc, autrement dit, votre CPU que vous avez acheté, vous êtes dit, il est prêt à répondre là. On a plein d'appels, on a des gens dans le parc, il faut qu'on réponde rapidement. Votre CPU, il attend pendant 0,0001% du temps.
Donc en fait, on pourrait atteindre jusqu'à 1 million de threads en parallèle pour être capable de solliciter suffisamment notre CPU et répondre à cette API. Donc c'est cette problématique-là qu'on va rencontrer et qu'on va vouloir répondre avec vous. Merci Thomas. Alors pour ce faire, on va utiliser deux outils pour visualiser un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est Locust. Donc Locust, c'est un système de tir de perf, donc ça vous permet de faire des simulations de montée en charge. Et derrière, vous allez pouvoir récupérer tout un tas de métriques avec des graphes, le nombre d'utilisateurs en parallèle, le temps de réponse moyen, ce genre de choses. Et donc c'est un outil écrit en Python. Et donc du coup, vos scénarios de tests de perf, vous allez pouvoir les écrire en Python. Donc c'est un outil assez léger, assez pratique pour faire ce genre de choses. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran, mais de toute façon, on va passer notre temps à regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Donc vous allez bien voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Visual VM. Donc ça, c'est un outil qui est fourni par le JDK de Java. Donc c'est un outil de Java. Et donc cet outil va vous permettre de faire plusieurs choses, notamment de monitorer votre application. Et vous allez pouvoir regarder la charge CPU, le temps du garbage collector, l'utilisation de la mémoire, ce genre de choses, et notamment aussi l'utilisation des threads de la JVM. Donc ça va vous permettre d'afficher le nombre de threads, comment est-ce qu'ils sont utilisés, ce genre de choses. Donc ça c'est pareil, on va vous le montrer tout au fur et à mesure de nos différentes expérimentations. Et on va voir en fait comment vont être utilisés les threads, le nombre qui vont être créés, ce genre de choses. Donc sans plus attendre, je vais vous faire une démo de tout ça. Hop. Et donc on va commencer par faire une démo très simple, à savoir qu'on va faire une démo avec un seul thread. Donc on va simuler explicitement le fait d'avoir qu'un seul traitement en parallèle pour voir un petit peu comment notre application réagit et voir un petit peu au niveau de Visual VM et de Locust comment ça fonctionne. Donc comment est-ce qu'on a écrit notre application? Donc c'est ce que vous disait Thomas. Là on va se concentrer uniquement sur la partie To-Do API. La Great API, voilà, elle a été codée, elle fonctionne, elle tourne en arrière-plan. Un bijou. Un bijou. Comment ça fonctionne? Donc là, on a utilisé Spring MVC. Donc on va se retrouver avec un contrôleur assez classique. On va appeler notre Great API avec un client. Donc c'est cet appel sur cette ligne-là, la ligne 26. Et donc cet appel, si j'ouvre l'appel en question pour détailler un petit peu, on voit que ça va utiliser un REST template Spring classique et que ça va aller appeler notre Great API. Et en retour, on va récupérer un objet qui va contenir la liste des statistiques de toutes les portes. Et donc, si je vous affiche ça, ça contient le nom de la porte et le nombre de fois qu'elle a été ouverte. Et donc, le vrai algorithme métier qu'on va mettre derrière, c'est de prendre juste le nombre minimum d'ouverture de toutes les portes. Donc, on va faire cet appel dans notre contrôleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre le minimum en comparant sur le nombre d'openings de la porte. Et si vraiment il n'y a pas de minimum, et bien dans ces cas-là, on suggère quelque chose à nos chers visiteurs du parc. Et sinon, on retourne tout simplement le nom de la porte. Donc, je l'ai déjà lancé, et on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le Locust. Donc, Locust, ça se présente comme ça. Vous allez mettre le nombre de users en parallèle que vous voulez avoir, le nombre de users par seconde que vous voulez démarrer, et puis l'URL de votre service. Je peux vous montrer rapidement, comme ça on fera le lien complet. Voilà le fichier Locust qui va s'exécuter. Vous voyez, c'est très simple, on lui dit juste d'appeler le /API, qui est la méthode qui était dans notre contrôleur. Hop, on lance tout ça et on va regarder ce qui se passe. Donc là, il va démarrer. J'avais mis 3 utilisateurs en parallèle avec un démarrage de 1 par seconde. Donc on va voir ici notre nombre d'utilisateurs. On voit qu'il est déjà arrivé à 3. Et en haut, c'est le temps de réponse de notre API. Et donc on voit qu'au fur et à mesure de notre montée en charge, et au début ça va mettre 3 secondes à 3 secondes 2 à répondre, et puis ça va augmenter de plus en plus, parce que comme on fait qu'une seule requête en parallèle, automatiquement elles vont se mettre en file d'attente, et donc la dernière va prendre 9 secondes à arriver. Si on regarde un petit peu au niveau des threads, comment ça se comporte, hop, on va regarder ici. Et on va voir ici qu'on va avoir un thread d'exécution, donc c'est celui-là, le HTTP-NIO exec1. Et donc ce thread d'exécution va pouvoir gérer une requête les unes à la suite des autres. Et donc du coup, on va pouvoir en gérer qu'une. Et donc on est obligé d'attendre la fin de la première avant de lancer les autres. Hop.
Donc c'est ce que je vous disais, là on crée un thread, un seul et unique thread. Alors du coup la technique pour pouvoir gérer plusieurs requêtes en parallèle, ça serait de tout simplement créer plusieurs threads et notamment un thread par requête. Comme ça on serait couvert. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle notre to-do API, on lui crée un nouveau thread, on fait l'appel qui va durer 3 secondes et on peut tout mettre en parallèle. On a quand même un problème, parce que comme vous le savez, le thread c'est coûteux. Notamment au niveau déjà vitesse, puisque du coup c'est un thread qui va redescendre, ce qu'on appelle un thread plateforme, qui va redescendre jusqu'au noyau de votre système d'exploitation. Et donc du coup ça va mettre environ 1 milliseconde à se créer. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais sur la masse et sur le temps d'exécution, au final 1 milliseconde c'est déjà beaucoup si c'est juste pour créer le thread. On va aussi avoir un problème assez rapidement, c'est qu'au niveau mémoire, ça va prendre 2 mégaoctets à chaque fois que vous allez créer un nouveau thread. Donc si vous commencez à les empiler, il va falloir beaucoup de mémoire. Et comme le disait Thomas juste avant, si on veut remplir l'intégralité de notre CPU, il faudrait monter jusqu'à potentiellement 1 million de threads. Donc là, on voit bien entendu que ça ne rentre pas. Et on a aussi un délai d'attente entre le moment où on va passer d'un thread à l'autre au niveau de notre processeur, qui est environ de 600 microsecondes. Donc la première réponse à ce problème-là qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le pool de threads. Donc en fait, le principe, ça va être tout simplement de pré-créer un certain nombre de threads, je ne sais pas moi, une dizaine, une centaine, selon la dimensionnement de votre machine et de votre API. Au moment où votre application va démarrer, tous ces threads vont être créés, et quand une requête va arriver, elle va être dispatchée sur un des threads qui va être libre. Comme ça, vous allez vous éviter le temps de création d'1 milliseconde, et au niveau de la mémoire et du nombre de threads, vous allez pouvoir borner en fonction des capacités de votre machine. Bien entendu, si vous dépassez le nombre de threads que vous avez dans votre pool de threads, et automatiquement, ces requêtes-là, elles vont se retrouver mises en attente. Hop, Thomas va nous faire la démo, justement, multithread. Tac. Alors la démo, c'est exactement la même chose que ce que Alexandre vient de vous montrer. La différence, c'est qu'on est passé à 8 threads. Alors volontairement pour la démo, on a diminué le nombre de threads et puis les performances parce que on veut bien illustrer ce qui se passe et on veut éviter l'effet démo et faire cracher notre ordi. Par défaut, sur Spring Boot, c'est 200 threads. Donc j'ai démarré l'appli et on va essayer de... Tac. Donc là, on va afficher... Donc, si vous voulez afficher le nombre de... Ouais. Démarrer, ouais. Je voulais voir les... Ah, oui, l'effet démo, ça marche quand même. String MVC, démarrer, start. Bon, et tu la vois pas dans VVM, c'est ça? Non. Ça doit être le launcher, là, je pense. Non, c'est en dessous. Regarde le thread là. Je pense pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de threads. Je vais lui lancer déjà. Ouais, lance le cust, on va voir ce que ça donne. Tac. Voilà, donc là il monte en... C'était pas celui-là. C'est bizarre que tu l'as pas. Pourquoi je l'ai pas? Bon, l'effet démo, hein. Ouais. Il est toujours là, il nous colle à la peau. Donc là, on voit qu'on arrive à répondre au début en 3 secondes de temps moyen, parce qu'on a nos threads, on a 8 threads à disposition qui sont en capacité de répondre. Et une fois que la demande augmente et qu'on passe au-dessus des 8 utilisateurs en parallèle, et ben, le temps d'attente, il continue, et ben, il augmente aussi. Puisque du coup, on est obligé d'attendre qu'un thread soit disponible pour pouvoir traiter notre appel. C'est un effet absolu. Relance-le sinon, Visual VM. C'est le tien, donc du coup, ouais. Je ne sais pas. Hop là, attends, je vais le relancer. Tac. Il est là. C'est bien. Hop, il est là. Donc là, voilà, on voit nos 8 threads qui sont là, qui sont tous occupés. Alors du coup, on ne voit pas le côté début parce que il s'est arrêté. Si on arrête, par contre, on va voir que petit à petit, ils vont arrêter de s'occuper. Voilà. Hop, ils ont fini de traiter les demandes. Et donc, petit à petit, les threads, du coup, ils ont fini de traiter leurs appels HTTP et ils lâchent la main. Enfin, ils passent en pause, en parc. Hop. Donc, le problème avec cette approche, on reste sur un modèle où, du coup, un appel HTTP est traité par un thread. Et donc, le problème qu'on vient de voir, c'est qu'à partir du moment où vous avez plus d'appels HTTP que de threads disponibles à l'instant T, il y a une file d'attente et on se retrouve à attendre, alors que c'est quand même frustrant parce qu'on a quand même un super CPU qui est prêt
à répondre, à faire à des demandes, et qui ne sert pas. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on augmente, dans ce cas-là, notre pool de threads? On pourrait monter jusqu'à 1 million. Alors, démarrer 1 million de threads, c'est 1000 secondes, donc ça plus de 15 minutes, et c'est 2 Tera de mémoire. Donc ça marche pas, et puis de toute façon, on va être bloqué. On a 65 000 et quelques ports TCP de toute façon, donc si on veut binder ça, on sera limité à peu près à ce niveau-là. Donc cette solution-là, cette problématique-là, on la rencontre nous pour notre parc, mais on n'est pas les seuls à la rencontrer. Et il y en a d'autres qui ont cette problématique-là, ces problématiques qu'on voit régulièrement. Et donc il y a des modèles, des nouveaux frameworks qui sont sortis. Et c'est pour changer un peu, pour avoir une approche disruptive, nous ça nous intéresse ça. Ils ont changé cette solution-là et ils se sont dit, OK, on va faire un thread, il va pouvoir traiter plusieurs requêtes HTTP. Alors l'idée derrière ces frameworks, c'est qu'en fait, on découpe nos actions en tâches un peu élémentaires, on les fournit au framework et charge au framework de solliciter au maximum le CPU en fonction des tâches qu'ils ont à faire. Alors, nous, on va se concentrer sur Event Loop, Coroutine, et puis bien sûr, à la fin, les threads virtuels. Il y a aussi Unimulti sur Quarkus, il y a aussi Completion Stage Completable Future qui existe, par exemple. Donc, on va commencer par les Event Loops. Alors, les Event Loops, c'est typiquement Node, c'est de l'Event Loop, monothreadé, un seul thread. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on est sur la JVM. Donc, on va regarder avec Webflux. Alors, Webflux, c'est un framework web qui implémente Reactive Stream. Donc, c'est la programmation réactive qui se base sur de l'asynchronisme. Alors, dans le fonctionnement, il y a moins de threads. En général, il y en a un par cœur de votre CPU. C'est la valeur par défaut. Il y a un pool qui est dédié à l'event loop, que vous voyez au milieu. Et puis, il y a un pool qui est dédié au request handler. Donc, lorsqu'une requête HTTP arrive, le request handler, il la prend, il la prépare, et il la met dans l'event queue de notre event loop. Donc l'event loop, les threads qui sont dans l'event loop, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont aller consommer les éléments qui sont dans la queue et ils vont les traiter. Lorsqu'ils les traitent, lorsqu'il y a un appel IO qui se fait, l'appel IO il n'est pas bloquant. En fait, le thread registre un callback et comme c'est pas bloquant, du coup le thread va pouvoir être libre et aller retraiter les événements qui sont dans la queue. Et lorsque la plateforme dit OK, les données de ton appel IO sont disponibles, il y a un signal qui est émis par le système, qui est récupéré par l'event loop et qui elle va pouvoir notifier l'appelant initial en faisant le trigger du callback et en rajoutant du coup le traitement dans l'event queue, en disant OK, prochaine fois tu pourras traiter la suite de ce traitement-là avec les données qu'on a récupérées. Donc ça, ce modèle-là permet vraiment d'optimiser le CPU. Alors par contre, c'est seulement de la programmation fonctionnelle. Et Webflux, il peut se plugger à différents serveurs web réactifs. Donc il y a le Tomcat, Undertow et il y a Netty. Et donc nous, on va vous faire une démo sur Netty. Hop, c'est moi qui reprends la main. Donc on va faire une démo, donc effectivement, avec Spring Webflux. Donc Spring Webflux, il va se baser sur Reactor pour toute la partie asynchrone programmation réactive. Donc on va regarder un petit peu ce que va donner notre nouveau contrôleur avec Webflux. Donc on voit ici que il y a déjà un premier truc à changer, c'est qu'on va retourner non plus une string directement qui est le nom de la porte, mais une mono de string. Donc mono, c'est une encapsulation qui est fournie par Reactor, qui va permettre d'exprimer le fait que justement ça va être quelque chose de réactif. Donc grosso modo, vous n'allez pas avoir le résultat tout de suite, mais qu'il arrivera potentiellement après. Donc ça, c'est géré par Spring Webflux, et donc on peut retourner une mono de quelque chose, et lui va le gérer au niveau de son appel du contrôleur pour attendre ce retour avant de le renvoyer à l'utilisateur appelant. Donc pour pouvoir renvoyer une mono de string et avoir quelque chose de réactif de bout en bout, déjà il va falloir qu'on change le client qui va appeler notre Great API. Donc si on regarde maintenant ce qu'il y a derrière l'appel ici, on voit qu'on a pu utiliser là, dans la dernière version de Spring 6 cette notation avec le add-get-exchange, et on peut retourner cette fois-ci une mono de liste de API d'Erstat. Donc si vous avez déjà fait un peu de Reactor, il y a aussi la notion de flux. Là, on ne l'a pas utilisé pour justement essayer de coller le plus possible à l'exemple qu'on avait en mode HTTP linéaire qu'on vient de voir juste avant.
Donc ça va nous retourner une mono de liste. Et après, pour récupérer les données qu'on veut, il va falloir qu'on utilise des fonctions de Reactor. Donc là, on a utilisé deux fonctions principalement. Une première fonction qui s'appelle doOnNext, qui va permettre de faire quelque chose sur le résultat. Donc là, en l'occurrence, on va loguer le retour. Et après, la méthode map, qui va nous permettre de modifier le résultat retourné pour renvoyer un nouveau résultat. Et donc, du coup, c'est dans cette méthode-là qu'on va faire l'appel, qu'on va faire notre traitement métier pour aller chercher notre nom de porte correspondant au nombre minimum d'ouverture. Donc ça, on va récupérer le nom de la porte et ensuite, on va aussi reloguer à la fin la porte qui a été sélectionnée. Et on va retourner tout ça à Spring Webflux qui va être en charge de lui faire les attentes et donc mettre dans l'event loop, comme vous l'a expliqué Thomas, au moment où on va faire justement cet appel de getDoorStat. Donc j'ai déjà lancé l'application ici. Si on regarde un petit peu sur Visual VM les threads associés, on voit qu'il y a un NIO Event Loop Group qui a été créé. Donc ça correspond à l'Event Loop. Pour la démo, là, on a limité à une seule Event Loop de façon à voir un petit peu comment ça se comporte et de ne pas avoir d'effet de bord associé. Et donc, on va relancer le même locust que tout à l'heure, donc celui juste avant qu'a lancé Thomas avec les 20 utilisateurs, où on voyait que ça commençait à plafonner avec 8 threads. Donc là, je vais relancer et on va voir ce que ça donne. On affiche les charts. Pendant que ça démarre un petit peu, on peut regarder, on peut vérifier au niveau du Visual VM qu'il n'y a pas de nouveau thread qui a été créé. Donc effectivement, on est toujours sur un seul thread. Et si maintenant on regarde un petit peu ici au niveau du nombre d'utilisateurs, on voit que le nombre d'utilisateurs augmente tranquillement jusqu'à 20. Et le temps de réponse, lui, devient constant à 3 secondes. Pourquoi ? Puisqu'avec cette gestion de Webflux, au moment où on fait notre appel, vu que notre client pour la Great API renvoie une mono, lui, il va savoir qu'il peut mettre en attente cet appel IO et aller faire autre chose. Et donc, du coup, il peut aller traiter un autre appel IO en parallèle, etc., etc. Voilà. Hop. Donc, si on reprend un peu les points positifs et les points négatifs de Webflux, premier point très positif, au final, comme je vous l'ai montré, on n'a pas de limite théorique au nombre de requêtes qu'on peut traiter en parallèle, puisque avec un thread, typiquement, si vous faites beaucoup d'appels IO, et potentiellement le code métier qui lui va consommer un petit peu, il va avoir le temps de le faire pendant qu'il y a un autre appel IO qui est fait. Alors bien entendu, c'est théorique, puisque de toute façon, votre machine, ne serait-ce qu'au niveau des ports TCP, va avoir une limite. Et donc du coup, si vous avez plus de 70 000 requêtes à la seconde, ça ne va pas passer. Le deuxième point positif, c'est ce que je vous disais, vous avez une efficacité du coup maximale de votre CPU, puisque pendant les I/O qui sont asynchrones, vous pouvez faire autre chose et donc utiliser au maximum votre CPU sans avoir à attendre le retour des I/O. Par contre, au point de vue point négatif, vous l'avez vu, du coup, on est obligé de modifier notre code et on est obligé de se balader avec toutes les méthodes de Reactor, donc des monos, des flux, des maps, des doOnNext, ce genre de choses. Et ça, vous allez devoir vous le mettre partout dans le code, puisque vous êtes obligé de partir de votre contrôleur pour aller jusqu'à l'appel I/O qui va être du coup asynchrone. Donc là, on a fait un appel HTTP, mais si vous avez une base de données, donc, du coup, il va falloir que votre driver de base de données soit aussi asynchrone. Et donc du coup, typiquement, si vous voulez faire un petit peu d'archi hexagonal, comme c'est un peu la mode en ce moment, vous êtes obligé de polluer votre modèle au milieu avec des monos et des flux. Donc du coup, là, au niveau de l'expérience développeur, c'est pas terrible. Si vous voulez commencer à essayer de débugger, comme vous l'avez vu, c'est quand même une notion de choses qui vont être appelées une fois le résultat arrivé, donc c'est un peu la même notion que de callback qu'on pourrait avoir. Et au final, ça va pas arriver au moment où vous l'attendez, et la stack trace va être un petit peu... Alors, Reactor et Webflux essayent quand même de vous remonter des choses un peu cohérentes, mais c'est pas du aussi simple que si vous mettiez un point d'arrêt au bon endroit. Et c'est aussi compliqué à tester, puisque du coup, il va falloir bouchonner vos flux, vos monos. Enfin voilà, vous êtes obligé de prendre tout le package qui va avec. Et donc du coup, pour pallier à ça, pour un peu essayer de réconcilier les deux mondes, à savoir une maximisation de votre utilisation quand vous avez vos I/O et avoir une expérience développeur au mieux, il y a la notion de coroutine qui est apparue. Donc les coroutines, nous on va vous présenter un petit peu en Kotlin parce qu'on est sur la JVM, mais c'est pas quelque chose qui est spécifique à Kotlin. Le langage Go, par exemple, en a avec des coroutines. Et donc le principe, ça va être quoi ? Ça va être de reprendre ce qu'on a vu avec Webflux, d'avoir une programmation asynchrone
mais de l'exprimer de manière synchrone dans votre code, vous, en tant que développeur. Donc c'est l'exemple que je vous ai mis ici. En gros, vous, en tant que développeur, vous allez écrire la fonction d'en haut. Donc vous allez mettre un mot-clé qui va être suspend en Kotlin pour dire que le corps de la méthode, au final, ça va être une méthode qui va être potentiellement asynchrone. Mais vous, derrière, dans votre méthode, vous voyez, vous pouvez très bien faire un délai de 1 et puis retourner 1. Et donc, il va attendre une seconde et après, il va vous le retourner. Sauf que lui, comme il sait que vous êtes dans une méthode avec une coroutine, avec le mot-clé suspend, il va savoir que le délai, potentiellement, il peut mettre en attente ce que vous êtes en train de faire et aller faire autre chose pendant ce temps-là sur votre CPU. Comment c'est généré au niveau de votre compilateur? En fait, le compilateur, lui, va tout simplement repackager tout ça sous forme de continuation. Donc, en Kotlin, c'est au niveau des continuations, de façon à savoir que là, il peut mettre en pause, là, il peut reprendre et garder l'état au fur et à mesure de ses coroutines. Je vais laisser Thomas faire une démo là-dessus. Oui, alors donc pour la démo, donc on s'est basé sur 14. Alors, je vais faire rapide parce qu'on va être pris par le temps. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur les coroutines, il y a une super conférence demain sur les coroutines, faite par Mathieu, ici présent. Je recommande. Donc, de ce qu'on peut voir rapidement, vous avez donc notre appel à notre client qui est ici, et on retrouve le petit mot-clé suspend. Et au niveau du contrôleur, donc quand on appelle notre méthode getDoorStat sur notre client, on voit qu'on a l'impression que c'est tout à fait synchrone. Le seul petit indice, c'est que IntelliJ nous indique là que c'est une méthode asynchrone qui est suspend qui est appelée. Donc là, je l'ai démarré et on va faire la même chose. Tu l'as bien trouvé sur Visual VM? Ouais, okay. Je l'ai sur Visual VM. Tac, donc là, il nous lance. Alors, c'est un moteur, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est un moteur expérimental. Donc, en fait, même les appels HTTP sont traités comme des coroutines. Voilà, on a un bel effet démo, là. Là, c'est parfait, ça. Qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, on a le backup. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a l'air de répondre quand même. Décidément. Si ça marche là, c'est bon, non? Là, je sais pas, parce que On vous a dit, c'est expérimental. Hein. Ça fail. Non, c'est de la seconde. Non, c'est super, notre API, elle prend de la seconde. Il va plus vite que ce qu'on pensait. Ouais, non, maintenant, parce que tout est en échec. Bon, alors, on va faire... Hop, on va passer en mode... Vas-y, je te laisse. Attendez, je vais vous le réparer en 2 secondes. Tac, tac, tac. Oh non, pas ça. Si tu as refait la même chose, tu as coupé la Great API. Hop. Là, c'est réparé. Ah non, il ne veut pas. Bref, en gros, ça nous donne ça. S'il veut bien dézoomer, merci. Non, bon, bref. Je ne veux pas le pour screenshot. Bref, en gros, ça répond, ça fait à peu près pareil. Ça met à peu près 3-4 secondes en moyenne. Je ne sais pas si tu arrives. Bon, bref. Mais dans l'idée, ça fonctionne. C'est un peu moins performant que Webflux, mais probablement parce qu'on dit qu'on tourne sur le CIO. En vrai, Mathieu, par exemple, fait tourner ça sur un Netty. Et les performances il en est très content, hein, il a un super Rex, vraiment allez-y. Je peux pas faire plus, Mathieu. Hein. Donc, et donc on en revient au thread virtuel. Regardez que ça marche bien en live. Merci. Voilà, et donc on voit le dispatch sur les différentes... Et on voit qu'il y a des petits points verts qui reviennent régulièrement, donc ça sous-entend que nos threads régulièrement redeviennent actifs pour traiter la réponse, pour traiter les appels HTTP aussi, puisqu'ils font des coroutines régulièrement. Il faut que tu arrêtes de couper la Great API à chaque fois, en fait. Ah, mais c'est toi, moi, ça fait pas ça avec la version IntelliJ. Du coup, je continue, je reprends sur les threads virtuels. Donc, globalement, avec ces frameworks, l'objectif est atteint. On arrive à susciter notre CPU. La complexité accidentelle de l'expérience développeur avec Webflux est quand même très mauvaise.
Très. Les coroutines, c'est bien mieux. Ça nous oblige à passer en Kotlin. Après, est-ce que c'est vraiment un désavantage? Voilà, chacun jugera. Mais en tout cas, pour répondre à cette problématique, il y a eu 4 ans de travail sur le projet Loom pour arriver à créer les threads virtuels. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Loom? L'objectif, c'était de gagner un facteur 1000 sur les performances des threads. C'est-à-dire 1000 fois moins de mémoire utilisée, 1000 fois moins de temps pour lancer un thread et 1000 fois moins de temps pour bloquer un thread. Donc là, cet objectif-là, ils l'annoncent comme atteint. Il a été en preview sur Java 19 et Java 20. Là, actuellement, nous, on tourne sur Java 20, toutes nos démos, et il sera intégré dans Java 21. Donc, ça permet de créer des threads virtuels sur les threads plateformes. Et donc, en fait, l'idée, c'est, pour les tâches notamment IO, il n'y a pas besoin de créer un pool de threads virtuels. Créez votre thread virtuel. Ça coûte pas cher. Donc, allez-y, créez-le, laissez-le mourir, c'est pas grave, vous en créerez un autre si vous en avez besoin. Et comment ça marche, tout ça? Alors, donc, vous avez tous vos petits threads plateformes qui sont là, de votre petit pool de threads. Et puis, lorsque vous le démarrez, ce qui se passe, c'est que notre petit objet continuation qu'on a vu dans les coroutines, c'est le même objet qu'ils ont utilisé. L'objet continuation, il vient prendre le thread virtuel et il vient le poser au-dessus d'un thread plateforme, qui est disponible. Donc, le thread plateforme porte ce thread virtuel. Lorsque le thread virtuel devient bloqué, typiquement lorsqu'il y a une IO, donc là, ils ont fait un gros travail pour que ce soit transparent au niveau des IO, l'objet continuation va appeler la méthode guild, il va prendre le thread virtuel et va le déposer sur la heap. Donc ce mécanisme-là, ça fait que votre thread virtuel est comme mis en pause dans la heap, et le coût de votre thread virtuel, ça correspond à ça. Actuellement, c'est une centaine de kilooctets, ils espèrent atteindre plutôt une dizaine de kilooctets avec Java 21. Et puis il se met en pause, et les threads plateformes, eux, sont disponibles, ils continuent à traiter ce qu'ils ont à traiter. À un moment, il y a l'OS qui va revenir et qui va dire « j'ai de la donnée ». C'est bon, elle est de retour. Donc là, il y a un événement qui est lancé par l'OS, et l'objet continuation appelle la méthode run, qui va reprendre votre thread virtuel et qui va le reposer sur le thread plateforme. Et le traitement va pouvoir reprendre avec les données. Et tout ça, pour nous, c'est complètement transparent, nos développeurs. À savoir, le thread plateforme, c'est pas forcément le même. Si le thread plateforme 1 est utilisé au moment où les données reviennent, on peut tout à fait reprendre la main. C'est le thread plateforme 2 peut reprendre la main et faire tourner notre thread virtuel. Je passe à la démo. Hop, merci. Donc du coup, la démo, vous allez voir, parce que comme le disait Thomas, il n'y a pas grand-chose à changer au niveau développeur, puisque le code du contrôleur ne change du coup pas du tout. On va juste avoir à rajouter une configuration au niveau de Spring pour l'instant, parce que c'est pas encore natif. Mais grosso modo, on va lui rajouter cette classe de configuration pour lui dire que l'exécution des tâches asynchrones et le protocole qu'il va utiliser pour le Tomcat qui est sous-jacent, c'est de passer justement par des virtual threads. On voit ici qu'on va utiliser un exécuteur, new virtual thread per task exécuteur. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle tâche à traiter, il va créer un nouveau thread virtuel. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait arriver nativement dans Spring plus tard, mais pour l'instant, il faut encore faire la configuration à la main. Et une fois qu'on a fait cette configuration-là, on relance tout simplement son Spring Boot comme avant, et on va utiliser maintenant des threads virtuels à chaque appel HTTP. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, je l'ai lancé. Si on regarde ici au niveau de Visual VM, ce que ça donne au niveau des threads, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de workers ici qui ont été créés avec un fork join pool. Donc ça, c'est l'implémentation des virtual threads dans la JVM à l'heure actuelle. Donc lui, il va forcément se baser sur un certain nombre de threads plateformes pour pouvoir exécuter physiquement votre code sur votre processeur. Et donc, il va passer par des mécanismes qui existent déjà, là en l'occurrence un fork join pool. Mais pour vous, en tant que développeur, c'est complètement transparent. Vous allez créer les threads et les utiliser comme ça. Je vais relancer donc le locust associé. Hop, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va démarrer tranquillement. Si on regarde en parallèle, le Visual VM, on voit qu'il n'y a pas de nouveaux threads qui ont été créés. Et si on regarde ici, au niveau du temps de réponse, on voit qu'on est à 3 secondes constant avec nos utilisateurs qui augmentent. Voilà.
Et donc si on voit sur Visual VM, donc ici on voit pas forcément les threads qui sont utilisés parce que comme on l'a dit, avec Visual VM ça prend qu'un échantillonnage une fois par seconde. Donc si ça tombe pas au moment où votre code métier est exécuté, du coup vous le voyez pas parce que c'est dans l'attente asynchrone de l'IO. Voilà. Hop. Et donc, je vais quand même vous parler un petit peu de l'API, Loom, donc des Virtual Threads. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va pas forcément entrer dans le détail complet. Pour ça, vous pouvez aller voir l'excellente conférence de José Pomar et Rémi Forax à Devox qui est en ligne, qui eux rentrent complètement dans le détail. Là, c'est juste pour vous parler un petit peu, que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Donc comment ça va se passer? Grosso modo, il y a donc un builder qui a été rajouté pour pouvoir créer des threads. Donc là où avant vous faisiez une nouvelle classe qui extendait thread, ou vous faisiez un runnable et puis vous l'encapsulez dans un thread, maintenant vous allez pouvoir passer par cette API, la thread.quelque chose, donc soit off-platform qui va vous permettre de créer un thread plateforme, soit off-virtual qui va vous permettre de créer un thread virtuel. Et vous voyez qu'après, c'est exactement identique. Donc vous allez déclarer start et puis la méthode que vous voulez exécuter. Et après, là, dans l'exemple, j'ai mis un point join pour attendre la fin du thread et pouvoir l'afficher dans la console. Donc on voit que c'est très simple au niveau développeur. Il n'y a pas de grande révolution, de grande nouveauté. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez faire un thread virtuel ou un thread plateforme et puis dire ce que vous voulez dedans. En règle générale, on n'utilise pas directement l'API thread, enfin c'est de plus en plus rare. On va plutôt essayer de passer par justement cette notion d'exécuteur, comme je vous montrais dans la démo. Donc les exécuteurs, c'est un mécanisme qui va vous permettre de pousser un certain nombre de tâches à exécuter et qui vont ensuite être dispatchées selon la configuration de votre exécuteur sur un certain nombre de threads, donc soit un pool de threads, soit maintenant justement des threads virtuels. Donc comment ça fonctionne ces exécuteurs? Vous allez d'abord définir une tâche. Donc là on voit par exemple j'ai une tâche d'exécuteur qui s'appelle exécuteur virtual et ça va implémenter Runnable, donc la même interface que vous aviez avant pour faire des threads. Et donc du coup vous allez implémenter votre méthode run. Donc là la méthode run ne fait pas grand chose, elle se contente juste d'afficher le thread courant sur lequel elle tourne et d'attendre un certain nombre de secondes de manière aléatoire. Et puis après d'afficher au moment où ça se termine. Donc toutes ces tâches, on va les exécuter dans un main. Donc là, on va voir ce qu'on va faire. Donc on va d'abord créer notre exécuteur, donc avec la méthode de création, justement la même que je vous ai montré dans la démo, new virtual thread per task executor. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez lui soumettre une nouvelle tâche dans votre exécuteur, il va créer un thread virtuel et il va exécuter le contenu de l'exécuteur que vous avez. Donc là, après, j'ai fait un exemple. Je crée 3 tâches en passant en paramètres Alice, Chloé et John. Et après, j'affiche le fait que j'ai tout envoyé. Et puis, je vais attendre la fin de toutes ces tâches avec le exécuteur.await termination. Et donc, je vais attendre au maximum 2 secondes, le temps que toutes les tâches se terminent pour pouvoir quitter proprement mon programme. Et donc, si on regarde en dessous l'exécution de ce programme, on voit qu'on démarre le log starting. Après, on voit all submitted, puisque la création des tâches et le fait de le pousser dans l'exécuteur, tout ça, c'est des choses qui se font de manière instantanée et les tâches sont exécutées après dans des threads. Juste après le all submitted, on voit qu'on va avoir les tâches qui vont démarrer. Donc là, on voit tous les starts qui démarrent et on constate qu'à droite, vous avez le thread virtuel, donc le thread virtual thread avec un petit numéro. Et derrière, vous avez le thread plateforme sur lequel il est exécuté. Donc là, on retrouve notre fork join pool que vous avez vu dans la démo, qui est l'implémentation actuellement des virtual threads. Ça attend un certain nombre de secondes de manière aléatoire, et donc après, vous voyez, vous avez les end, Chloé, Alice, John, etc. Et puis la fin du programme avec le end associé. Vous pouvez remarquer au passage d'ailleurs que Logback, qui est utilisé pour faire les logs, ne gère pas encore bien les virtual threads, puisque à l'endroit où on a normalement le nom du thread, là vous voyez main pour le main thread, vous voyez que c'est vide. Pour l'instant, il n'y a pas encore le nom du virtual thread, mais ça fonctionne quand même. Hop. Donc en conclusion, je crois qu'on commence à avoir une plutôt bonne vision de ce qu'on veut faire dans notre MVP. Le support des threads virtuels, donc c'est quelque chose qui est, ce qu'on l'a dit, c'est en preview, ça va arriver là
en version finale dans les prochaines versions de Java. Ça arrive aussi du coup dans les frameworks. Donc c'est ce que je vous ai montré. Hein. Donc sur Spring pour l'instant, pour pouvoir l'utiliser dans Spring Boot et Spring MVC, vous avez la petite conf à rajouter. Ils ont déjà annoncé que dès que ça sera en finale, les virtual threads dans le JDK, cette configuration elle sera native. Et donc vous pourrez probablement choisir via une option de configuration dans votre application.yaml si vous voulez tourner dans la version classique ou virtual thread. Pour Quarkus, c'est déjà supporté via un certain nombre de plugins que vous pouvez ajouter dans votre pom.xml en dépendance et ça va fonctionner sur des virtual threads. Si vous utilisez Micronaut aussi, c'est en cours de dev pour la prochaine version de Micronaut, la version 4 qui arrive. Et si vous voulez l'utiliser avec Kotlin, notamment si vous voulez par exemple faire tourner vos coroutines sur des virtual threads plutôt que d'utiliser le mécanisme de Kotlin, c'est possible aussi, mais là pour le coup, ils préfèrent garder leur système à eux, étant donné que Kotlin est multiplateforme, mais vous pouvez créer un dispatcher de coroutines pour le faire. Donc tout ce qu'on vous a montré, c'est bien entendu idéal pour la gestion des accès concurrents. Si vous faites du traitement un petit peu lourd, je sais pas moi, du traitement d'image, ce genre de choses, il faut de toute façon que ça exécute sur votre processeur. Donc là, vous n'allez pas gagner plus que ça entre un thread classique et un virtual thread. Là, c'est vraiment le coût des I/O, le fait que justement ça a été modifié pour que les I/O que vous utilisiez de manière bloquante avant, soient faites maintenant de manière asynchrone et que ce soit transparent au niveau développeur. Et donc, vous allez pouvoir justement gagner du temps là-dessus. Vous n'allez pas avoir de complexité accidentelle, comme on l'a vu avec Webflux. Hein. Là, vous l'avez vu dans la dernière démo, j'ai pas touché au code, j'ai rien fait de plus que de rajouter la configuration et ça marchait tel quel comme ça. Donc du coup, ça veut dire que la migration, ça va être juste, on rajoute la configuration, on revérifie que tout fonctionne, on fait un test de non-régression, ok c'est bon, ça marche, voilà. Et vous avez gagné direct des virtual threads et des accès I/O plus performants sans rien toucher. Donc ça c'est quand même super génial. Par contre, du coup, si vous faites ça, potentiellement, si c'est par exemple une application frontale qui derrière va appeler un certain nombre de microservices, ça veut dire que potentiellement votre application frontale va être capable de gérer plus de requêtes à la seconde et donc potentiellement solliciter plus les briques qui vont être en dessous. Donc faire attention quand même que par hasard, c'était pas votre brique frontale qui limitait et qui faisait tenir la charge au reste. Et donc là, du fait de un peu faire sauter, on va dire, la limitation sur cette brique frontale, faire écrouler le reste de votre système, quoi. Donc faites attention à ça. Eh ben c'est bon pour nous. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a un petit peu de temps. On a été plus rapide qu'à notre répète, donc on va avoir du temps pour des questions. Même avec l'effet démo, on a été plus rapide. Eh ouais. Et j'en profite. Si vous voulez nous mettre des feedbacks, n'hésitez pas. On a mis le lien. J'ai une petite question par rapport à Spring, le fait de rajouter la configuration, qu'est-ce qui fait qu'il sait que l'appel de service est un appel de service qui est susceptible de déclencher un virtual thread ou pas? En fait, l'ajout de configuration qu'on a rajouté, on lui a dit, en gros, chaque appel HTTP, tu vas utiliser un virtual thread. Donc ça veut dire que quand l'appel HTTP va arriver, plutôt que d'arriver dans un pool de thread plateforme comme c'était fait avant, là, ça va arriver sur un virtual thread. Et après, le virtual thread, lui, au niveau de la JVM, il va savoir que son exécution se fait dans un virtual thread. Et donc, du coup, au moment où il va faire notre appel bloquant avant réseau, là, il va détecter que c'est dans un virtual thread. Et donc, du coup, tout ce qui a été rajouté dans la JVM pour gérer ça va dire, attends, maintenant, tu es dans un virtual thread, je peux le faire de manière asynchrone. Et pendant qu'il y a cet appel IO qui est fait, je peux aller faire autre chose. Donc ça se limite à l'appel HTTP de type HTTP. On pourrait imaginer d'autres appels de type base de données, ou je ne sais rien. Oui, complètement. Qui, eux, sont susceptibles d'être... Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment en bas niveau, au niveau de la JVM, qu'ils ont changé des choses au niveau des appels réseau. Donc que ce soit un appel HTTP, un appel base de données, appel file system, ce genre de choses, qui fait que quand il détecte qu'il est dans un virtual thread, et automatiquement, il va potentiellement mettre en attente le temps d'avoir la réponse du noyau ou ce genre de choses, qui va lui dire, maintenant j'ai des données à traiter. Et pendant ce temps-là, lui, il va aller faire autre chose, il va traiter un autre virtual thread. Là, c'est notre appel HTTP qui est traité par un virtual thread. Et du coup, dans ce traitement de ton appel HTTP, tu pourrais faire 3 appels à un API, faire un appel à une base de données.
Et tous ces moments d'attente, le virtual thread, il saura les gérer, il saura optimiser le temps de processeur là-dessus. Et c'est assez transparent, assez magique là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont fait du Webflux rien que pour justement atteindre cet objectif-là. Et maintenant, on l'a quasiment nativement grâce au virtual thread. Ouais. Bonjour et merci. Si, vas-y. Allô. Oui. Et alors c'est juste pour une petite, alors c'est une question, mais en même temps une petite remarque. C'est le coût des virtual threads. Parler de migration sans complexité, je pense qu'il y aura un problème avec les threads locaux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a pas dit. C'est un point d'attention, car Oui. dans certaines On l'a pas dit, il y a quand même utilise les threads effectivement locales, et là, ça serait Synchronize. quelques limitations avec le thread local, avec le synchronize, ce genre de choses. Tout à fait. Mais là, nous, on était vraiment sur le côté IO pur. Ouais. Parce que la conf était axée là-dessus. Plus de questions. Bon. Mais c'est trop clair. Si. Attends. Et donc, à part la remarque précédente, est-ce qu'il y a vraiment un inconvénient à utiliser des virtual threads à l'avenir, ou est-ce qu'on va vraiment plus qu'utiliser ça dans le contexte du VM? Ça risque de se répandre assez rapidement. Surtout pour les appels IO, quoi. Ouais. Surtout dans un environnement microservices où tu vas en faire plein d'appels, même au niveau IO. Ouais, je pense que ça risque de prendre assez rapidement. Ouais. Après, encore une fois, ça sert pas, par exemple, pour des temps de calcul. Par exemple, le garbage collector, ils ne tournent pas sur un thread virtuel, ils tournent sur un thread plateforme, ils n'ont aucun intérêt à le faire tourner sur un thread virtuel. Oui, sur les coroutines, on peut créer des points de suspension sur notre propre code pour qu'ils soient arrêtables et interrompables, ça se dit. Est-ce que c'est possible de le faire avec des virtual threads aussi, ou c'est que sur de l'IO ou des données, des choses externes à notre code? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Bonne question. Si, en gros, pouvoir forcer le fait que tu vas arrêter ton thread à cet endroit-là. Pour lui dire va faire autre chose. Mais là, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu de choses dans des mains ad hoc. Moi, c'est une question pour l'audience, pour un peu titiller mon collègue. Qui pense que Webflux réactif, ça va disparaître dès qu'on va passer à une JDK qui gère ça correctement tout seul? Ouais. Je pense aussi. Je crois que c'est l'objectif. Oui, c'est un peu l'objectif. Et pour info, puisqu'on a un peu de temps, j'ai un peu titillé notre démo. J'ai fait des tests de perf avec Webflux et thread virtuel. Donc j'ai fait jusqu'à monter 20 utilisateurs par seconde et je suis monté jusqu'à 500. Les résultats étaient strictement les mêmes. Les deux courbes étaient vraiment les mêmes. Donc j'avais les mêmes temps de perf avec les threads virtuels qu'avec Webflux. Pour abonder dans le sens. Alors après, c'est un test qui vaut pas forcément foi pour tout, hein, mais ça donne déjà un bon indice, quoi. Bon, je pense que c'est bon. On peut arrêter là. Ouais. Merci à vous. Merci.